et un homme, le président syrien Bachar al-Assad. Sur le terrain, les forces loyalistes affrontent l'opposition armée. Victorieuse dans un premier temps, la rébellion perd aujourd'hui du terrain. L'armée syrienne reprend villes et villages à l'opposition en vert sur la carte. À ce conflit intérieur se superpose un autre, régional cette fois. Les Iraniens et le Hezbollah libanais se rangent aux côtés du président syrien. La Turquie, l'Arabie saoudite, les États du Golfe aux côtés de la rébellion. Chiites contre sunnites. Deux volontés de dominer la région s'affrontent. Chaque camp envoie armes, munitions et conseillers à son ou ses protégés. Troisième grand acteur, le groupe de l'État islamique. Il mondialise le conflit. Les Américains interviennent en août 2014. Ils prennent la tête d'une coalition d'une soixantaine de pays, dont la France. Une vingtaine seulement participent aux raids aériens. Les Russes interviennent en septembre 2015. Là encore, les objectifs divergent. Moscou protège Bachar al-Assad. Les Occidentaux réclament son départ. Les bombardements russes modifient la donne. La coalition accuse Moscou de cibler la rébellion modérée. Enfin, dernier acteur, les Kurdes. Un peuple en Syrie, en Turquie, en Irak, qui se bat contre l'État islamique avec un objectif, obtenir son indépendance. Inacceptable pour Ankara, qui intervient en pilonnant les positions kurdes en Syrie. Le Premier ministre russe, Dimitri Medvedev, parle alors d'un risque de dérapage de guerre mondiale. C'était samedi dernier à Munich. Ce soir, les bombardements se poursuivent en Syrie. Bonjour à tous. Comme nous le savons, le président américain souhaite frapper la Syrie parce qu'on la soupçonne d'avoir utilisé encore du gaz de combat. Le seul problème, c'est que depuis des années, ça fait déjà plus de 300 000 morts qui sont tombés en Syrie. Et ça, sous l'œil attentif de tous nos hommes politiques, nos présidents. Et le gouvernement américain, lui, n'intervient que lorsqu'il y a utilisation de gaz chimique. Ça m'amuse un peu parce que c'est comme si on exécutait 1 million de personnes et tant qu'on n'utilise pas de gaz, et ben on n'intervient pas. C'est un peu, je dirais, du foutage de gueule, mais bon. Bah, les Américains, bon là, sont en train de se concerter avec leurs alliés, comme vous le savez. Et bon, il y a de fortes probabilités pour qu'ils lancent une attaque préventive jeudi, demain, voire samedi. Et bien entendu, ils vont essayer de cibler des zones où il n'y a pas de soldats russes pour pas trop déclencher un cataclysme dans la région. Vous verrez les cibles qui seront choisies, parce qu'actuellement ils sont en train de programmer les missiles pour qu'ils puissent atteindre certaines zones où il n'y a pas de soldats russes. Oui, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de programmer avec leurs satellites le lieu de la chute des missiles. Et bon, le problème c'est que voilà, on va lancer une nouvelle frappe. La France, l'Angleterre et d'autres pays aideront les États-Unis dans cette petite frappe. Ça va durer une journée, ça va durer, je dirais, quelques heures, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, la routine va reprendre. Bachar al-Assad, aux côtés des Russes et du Hezbollah et des troupes iraniennes, vont reprendre l'offensive contre les rebelles. Continuer à bombarder des villes pour les anéantir complètement. Mais bon, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'était prophétisé tout ça. Parce que la Syrie, cette région était appelée la région du Cham. Et dans les prophéties, c'est bien indiqué que Damas serait en ruine. Et bon, certains vont penser que c'est l'Armageddon, la fin du... Non, non, c'est pas l'Armageddon, c'est pas la fin du monde. Ce qui se passe en Syrie, c'est annonciateur d'événements encore plus tragiques, puisque l'apparition des bannières noires en Afghanistan, en Irak, était déjà un signe qui annonçait l'imminence de l'arrivée de ce mystérieux grand monarque. Et quand on sait que cette guerre était prophétisée, et dans la prophétie on nous explique que ça sera le début des grandes tribulations, il faut plus s'en inquiéter qu'autre chose. Bien entendu, il n'y aura pas une guerre mondiale qui va embraser tous les pays de la planète dans cette région, parce que Trump va faire une petite frappe,
aux côtés de ses alliés, juste pour le geste, pour faire comprendre au gouvernement syrien qu'il ne faut pas qu'il utilise les gaz de combat. Et bon, personnellement, les autorités américaines auraient dû faire un effort, il y a de cela plusieurs années, pour mettre un terme au régime de Bachar al-Assad, hein, puisque en face de lui, vous aviez une opposition modérée. C'était une chance qu'il fallait prendre pour essayer d'installer cette opposition modérée à la tête de la Syrie, hein. Mais bon, Obama en avait décidé autrement, hein. Il a préféré laisser le conflit s'éterniser et s'amplifier pour ensuite laisser Daesh rentrer carrément dans le conflit, hein. Je pense que c'est le but recherché par l'oligarchie américaine, parce que comme je l'ai dit, elle entretiendrait en fait le conflit dans cette région, hein, pour occuper les esprits et pour se repositionner géostratégiquement parlant, hein, puisque pendant qu'on mène des conflits dans cette région, ben, l'état-major américain est en train de reconfigurer l'emplacement de ses armées, hein. Puis vous remarquerez en général, les États-Unis ont tendance actuellement à vouloir encercler la Russie, hein. Parce que l'Ukraine, ils ont été soutenir un gouvernement d'extrême droite, en réalité c'est pour installer des bases. Dans certaines républiques de la République soviétique, de l'ancienne République soviétique, beaucoup de ces républiques qui se trouvent dans le sud de la Russie ont des contacts avec les États-Unis. Et dans cette région du Cham, hein, qui englobe la Syrie, hein, le Liban, Israël, la Jordanie, voilà, c'est une autre manière de vouloir redéployer ses troupes, hein, et surtout faire pression aux monarchies du Golfe, hein, pour qu'elles se soumettent à son diktat, puisque on remue la menace djihadiste de l'État islamique, hein, pour faire peur à ces monarchies, hein. Ce qui permet entre autres au gouvernement américain d'envoyer des troupes et surtout de leur vendre beaucoup d'armes. Oui, tout est commercial en réalité, hein. Tout se joue sur le commerce des armes. Mais bon, je reviens à la thématique de ma petite vidéo. Ça fait déjà plusieurs années que cette guerre s'était déclenchée et aujourd'hui, bon, c'est la deuxième fois que les États-Unis décident d'intervenir contre le régime de Bachar al-Assad parce qu'il aurait utilisé du gaz de combat. Bah, c'est très très gentil de la part de Monsieur Trump de s'inquiéter de tous ces pauvres Syriens qui auraient inhalé du gaz de combat. Le problème, c'est qu'à côté de ça, vous avez un cimetière de 300 000 personnes. Donc c'est très bien de vouloir intervenir, mais si vous n'intervenez pas définitivement, la guerre va continuer, hein. Et vous aurez encore probablement 50 000 voire 100 000 morts supplémentaires. Mais bon, je pense que ce qui se passe réellement en Syrie, hein, comme en Irak, c'est un châtiment divin. D'ailleurs, vous avez bien remarqué une chose étrange, hein. Je parle beaucoup de l'avènement de ce grand monarque, hein, qui à mes yeux correspondra en fait au Mahdi qu'attendraient les musulmans. Et ben, tous ces pays, hein, qui ont été secoués par des mouvements de guérilla civile, que ça soit en Tunisie, hein, en Égypte, en Irak, ben, a vu ces dictateurs partir ou disparaître. Aujourd'hui, c'est au tour de Bachar al-Assad, hein. Il garde le pouvoir, mais bon, il est toujours au pouvoir parce que il est soutenu par l'armée iranienne, il est soutenu par l'armée russe, il est soutenu par toutes les armées anciennement communistes, hein. Les États-Unis, comme la France, le soutient indirectement, parce que à leurs yeux, c'est le seul bouclier laïque contre l'islamisme radical de Daesh. On fait mine de combattre le régime syrien tout en le protégeant, en réalité indirectement. C'est pour cette raison qu'il se maintient depuis des années et des années, hein. Vous retirez l'armée, vous retirez l'Iran, vous retirez le Hezbollah, vous retirez la Russie, le régime de Bachar el-Assad n'existe plus, hein. Bah oui. Sans ces aides extérieures, ce régime n'aurait pas tenu. Bon, je continue pour mes dictateurs. Vous avez la Libye aussi, hein. Kadhafi a disparu, hein. Il a été abattu, hein, comme vous le savez, hein. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est étrange, hein, puisque ces dictateurs tenaient leur pays d'une main de fer.
c'était devenu un peu le... C'était le culte de la personnalité, hein, ces dictateurs. Hein. Et ben, lorsque vous détruisez, du moins lorsque vous mettez un terme à l'hégémonie de tous ces dictateurs, que reste-t-il à la tête des pays? Hein? Des gouvernements fantoches, hein, des régimes qui essayent de maintenir l'autorité de leur État, du moins qui essayent, hein, comme la Libye, elle a été décomposée, hein, l'Irak c'est pareil. Hein. La Syrie aujourd'hui, bon, il n'est pas encore parti, Bachar al-Assad, mais c'est un pays qui est complètement décomposé. Hein. Donc on a l'impression qu'on est en train de préparer le terrain pour ce grand monarque. Puisque lui, lorsqu'il va apparaître, les gens vont se soumettre à son autorité et il n'aura pas de, comment dire, d'ennemis devant lui. Par exemple, les dictateurs ont tous plus ou moins disparu. Hein. Il va se retrouver que devant des régimes militaires, hein, avec quelques généraux. Ben, pour lui, ça sera facile de mettre un terme à l'hégémonie de ces militaires. Alors qu'un dictateur, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il représente un peu l'aura du peuple. Lorsque vous détruisez cette aura, il n'y a plus grand monde à la tête de cet État. Donc cet égrégore disparaît avec lui. Et ce qui permettra à ce grand monarque d'envahir, du moins de prendre le contrôle beaucoup plus facilement de beaucoup de ces pays arabo-musulmans. Puisque, comme je l'ai dit, hein, ce grand monarque va essayer de libérer les peuples arabo-musulmans d'un côté et les peuples chrétiens de l'autre, hein, puisque comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, le grand monarque alias le Mahdi, en réalité ne peut être que cet antéchrist que nous annonce la Bible. Bien entendu, vous imaginez un être maléfique, mais je vous ai dit que antéchrist veut dire antérieur au Christ, celui qui vient avant. Donc si ça doit passer par son intermédiaire, la purification de notre monde passera par son intermédiaire, hein, donc faut pas se leurrer, il ne va pas venir avec des fleurs. Hein. Lorsqu'il va apparaître, bon, il va revenir pour réformer, hein, il va apporter une nouvelle technologie, et surtout il va jeter ses armées contre des régimes despotiques. C'est un peu les fameuses guerres de Gog et Magog dans le futur, hein, parce qu'on nous dit que, d'après la prophétie d'Ézéchiel, les armées de Gog et Magog arriveront jusqu'à Jérusalem. Hein, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je pense que ça sera une coalition d'armées chrétiennes d'un côté, une coalition d'armées musulmanes de l'autre. Hein, et ces deux coalitions, qu'on peut comparer à Gog et Magog, traverseront le monde musulman, bien entendu en détruisant les régimes despotiques du côté musulman et avanceront jusqu'à Jérusalem. Et du côté européen, c'est pareil. Hein. Vous avez des armées chrétiennes qui vont commencer à libérer les peuples, les pays les uns après les autres et avancer vers... bon, là, ils vont avancer vers la Russie. Hein. Ensuite, par la suite, ils descendront jusqu'à Jérusalem. Ben voilà. Hein. Mais ce qui se passe en Syrie, bon, c'est pas encore l'Armageddon, c'est pas la fin du monde. Hein. Je repense un peu à George Bush lorsqu'il avait contacté Jacques Chirac avant le déclenchement de la première guerre du Golfe, hein, en lui demandant probablement que nous serions en présence d'un événement biblique, hein, s'il a parlé de Gog et Magog. Mais bon, comme vous le savez, hein, nos hommes politiques et nos présidents sont d'une inculture incroyable concernant tous les faits religieux. Hein. Donc, M. Jacques Chirac, l'ancien président de la République, avait dû contacter un spécialiste, hein, des religions, hein, pour lui demander ce que signifiait Gog et Magog. Bah, cette personne lui expliquait Gog et Magog, ce sont deux coalitions d'armées, hein, qui apparaîtront vers la fin des temps, hein, et qui avanceront jusqu'à Jérusalem. Bah, lui-même, M. George Bush, lorsqu'il a parlé de Gog et Magog, je pense qu'il était un peu inculte. Hein. Parce que lui, il a voulu s'arranger pour que cette prophétie aille dans le sens que lui, il souhaite. Mais le problème, c'est que voilà, lui, il avait des intérêts bien précis en voulant attaquer l'Irak, donc ça ne pouvait pas être Gog et Magog. Gog et Magog, c'est deux coalitions d'armées, hein, qui, je pense, seront contrôlées par l'Antéchrist. Antéchrist, qui, lui, est un logiciel, du moins un programme, qui sera ordonné par le créateur des mondes, c'est-à-dire Dieu. Donc, lorsque George Bush se prend pour le grand monarque, ça prêtait à rire quand même. Mais bon, ouais, pour valider une offensive militaire contre un pays dont on veut se débarrasser du dictateur, puis prendre les ressources pétrolières gratuitement, on est prêt
inventer n'importe quelle histoire religieuse. Hein. Mais bon, cette histoire de Gog et Magog, elle n'a pas marché longtemps, hein, puisque Jacques Chirac, étant d'obédience laïque, a préféré y mettre un terme, mais bon. Ben voilà, je vous ai fait cette petite vidéo pour juste vous dire que bon, il y a de fortes probabilités pour que les États-Unis décident d'attaquer la Syrie. Quand je dis attaquer, ça sera de petites frappes, hein, faut pas vous leurrer non plus. Hein. Des petites frappes juste pour montrer, voilà, il s'est servi de gaz de combat, on le corrige. Mais bon, ces frappes, parce qu'actuellement, ils ne vont pas cibler des zones où vous avez des soldats russes. Et bon, je pense que ça peut se faire, ça va se faire probablement demain ou samedi. C'est 2 jours bien précis. Vendredi, non. Dimanche, non plus. Pour quelle raison? Parce que vendredi, vous savez, c'est le jour saint des musulmans et le dimanche, c'est le jour saint des chrétiens. Donc, il reste que 2 jours. Il reste que jeudi et samedi. Bon, je vais voir si mes petites prophéties vont correspondre à la réalité. Hein. On va attendre demain ou samedi, on verra. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.